les alliés de la résistance palestinienne. Je pense que pour bien saisir, c'est pour ça que c'est vraiment important qu'on trouve les voies et moyens d'amplifier la mobilisation. Il faut vraiment se rendre compte que si les États-Unis en arrivent à ce type de stratégie, parce qu'elle est pleine de risques quand même, c'est aussi parce qu'ils sont en difficulté. C'est-à-dire que ce qui a conduit à cette stratégie de casser des États et installer des États vassaux gérant une région, ce qui les a amenés à ça, c'est la montée d'un certain nombre d'oppositions. Alors, je voudrais les rappeler, elles sont très hétéroclites. Très hétéroclites. C'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher la solution miracle. Hein. Sur tout ce que je vais vous citer, ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce qui s'y passe, mais juste le refus de l'hégémonisme états-unien. Vous avez eu toute l'expérience de l'ALBA. Plusieurs pays, Venezuela, Bolivie, Cuba, se mettant ensemble pour résister aux pressions états-uniennes, aux sanctions états-uniennes, etc. Ça a été un des premiers dynamismes. Vous avez ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Ça fait 20-30 ans que l'Afrique est en train d'être balkanisée, le Soudan a été coupé en deux, la Libye en trois, etc. Et voilà que pour la première fois, vous avez trois États qui disent non seulement on refuse la balkanisation, mais on va créer une fédération entre nous. Et cette fédération, elle demande à l'armée française de quitter l'Afrique de l'Ouest et elle demande à l'armée états-unienne de quitter l'Afrique de l'Ouest. On a la montée économique de la Chine. On pense ce qu'on veut de la Chine, mais ça permet, par exemple, aux États de l'Afrique de l'Ouest de ne pas être obligés d'acheter ce dont ils ont besoin à leur ancienne puissance coloniale et à ceux qui les opprimaient. Donc ça ouvre le champ des partenaires possibles. Et si demain, dans un pays, un peuple se révolte et met à sa tête un gouvernement révolutionnaire, eh bien, il a de quoi jouer, il peut aller chercher ailleurs et il n'est pas immédiatement asphyxié. Donc vous avez eu un certain nombre de changements de ce type-là. Autrement dit, il y a un monde multipolaire qui essaye d'émerger, et ça c'est bien entendu dans l'intérêt de la Palestine. Vous avez également ce qui s'est passé en Russie. Vous savez qu'en Russie, après la chute de l'Union soviétique, les premières réactions des nouveaux dirigeants, c'était quoi? C'était de vouloir entrer dans l'OTAN. C'était d'être acceptés à la table des grands. C'est quand ils se sont aperçus que on leur laisserait, non seulement on ne leur laisserait pas une place à la table des grands, mais qu'en plus on peut aussi balkaniser la Russie. Qu'effectivement, il y a eu une réaction et une opposition aux États-Unis. Et donc tout ça, c'est des éléments qui vont dans le sens du peuple palestinien. Après, nous venons de vivre une année qui est inédite en termes de soutien au peuple palestinien. Nous sommes dans une année dans laquelle les mobilisations n'ont jamais été aussi importantes depuis 1948. Il faut l'avoir en tête. Même si dans le passé on a pu être nombreux, mais depuis 1948, il n'y a jamais eu ça. En fait, nous sommes devant une défaite morale de l'État d'Israël. Ils ont beau clamer en termes militaires, etc. En termes moraux, il y a une défaite morale d'Israël. Le fait que la Cour de justice, même si elle ne débouche sur rien, ait été saisie, c'est également quelque chose d'inédit. Donc les soutiens du peuple palestinien, c'est à la fois les peuples, et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Vous savez, en termes ce que j'assume en ce moment, depuis le 7 octobre, et après je vous dirai ce que je refuse. Ce que j'assume en ce moment depuis 7 octobre, c'est en moyenne 2 débats par semaine. Et ça n'a pas arrêté depuis le 7 octobre. Donc ça, j'ai jamais connu ça. C'est dire qu'il y a une soif de comprendre, une soif de débat, une soif d'agir, qui est extrêmement importante. On a des continents dans lesquels le soutien au peuple palestinien était quasi inexistant et qui aujourd'hui fait partie de la quotidienneté. Je pense, j'apprenais il y a 3 mois la création de ce qui s'est appelé la Brigade africaine pour la Palestine, donc en Afrique subsaharienne, avec une dimension de comparaison. Alors j'étais très content parce que je me disais, je suis plus tout seul, de comparaison entre le Rwanda et Israël, et entre le Congo et les Palestiniens. Et je pense que c'est une bonne comparaison. Et
et c'était fait, en Afrique. Et il y a un certain nombre d'États qui savent qu'ils sont sur la liste visée en termes de balkanisation. Donc j'ai parlé de l'Iran tout à l'heure, mais on peut parler de l'Algérie. Pour parler de l'Algérie, l'Algérie est sur la liste. L'Algérie est sur la liste, c'est-à-dire que où elle devient... Hein? Pardon de te couper, est-ce que tu peux définir balkanisation? Ah, c'est... Alors, oui, voilà. Dans la préparation de la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, il y a ce qu'on a appelé balkanisation, ça a été la coupure d'États dans les Balkans. On les a coupés en morceaux, en plusieurs États. Et depuis, la balkanisation signifie le fait de prendre un État et d'attiser les haines à l'intérieur pour que ça se divise en plusieurs États. Voilà. Et donc... sur la question du mouvement de la paix, je suis entièrement d'accord avec ça. Je pense même qu'il faudrait être encore plus modeste pour... si on a un mouvement de la paix, c'est bien, mais je pense qu'il y a au moins un truc d'urgence. Il faut bloquer le nouvel armement de l'Union européenne. Pas un sou pour les armes. Ça devrait être notre mot d'ordre. Pas 1 euro pour des armes aujourd'hui. Il faut relancer cette idée que non, nous ne voulons pas que nos impôts servent à armer l'économie, à produire des armes. Et donc moi je suis, ça sera sans doute mon prochain combat, comment on met en place un mouvement sur juste ce mot d'ordre-là. Nous ne voulons qu'il n'y ait pas un centime qui soit de plus qui soit déboursé. Nos centimes, nous les voulons pour les écoles. Nos centimes, nous les voulons pour les transports. Nos centimes, nous les voulons pour les services publics. Nous ne les voulons pas pour la guerre. Et donc je pense qu'il faut construire quelque chose au moins autour de ça. Peut-être que de ça naîtra un mouvement de la paix. Je pense qu'il faut commencer par quelque chose de limité, qui est, enfin limité mais énorme, hein, qui est cette dimension-là. Parce que nous ne nous trompons pas. Hein. Ils mènent la campagne en permanence. Hein. Les derniers sondages sont extrêmement intéressants. C'est-à-dire qu'entre une majorité qui était opposée à tout armement nouveau, 15 jours après, avec tout quotidiennement CNews, etc., on avait, et ça reste une majorité, mais c'était autour de 50% des Français simplement. En 15 jours, en leur faisant peur du risque d'une guerre et il faut se défendre, etc., on retourne l'opinion. Et donc, s'il n'y a pas de contre-campagne, on risque de se retrouver avec nos voisins disant non, il nous faut une armée, il faut des armes, etc. Et donc on peut se retrouver, vous serez surpris autour de vous de gens qui écoutent cela. Sur la fascisation, oui, au niveau mondial, la fascisation passe par des États qui, bien entendu, ne respecteront aucun droit démocratique, puisque leur fonction, c'est de gérer toute une région et donc d'empêcher toute contestation. Mais c'est également à l'intérieur de chacun de nos États. Comment être dans une logique qui mène à la guerre en laissant s'exprimer un mouvement social? Et donc, inévitablement, quand on est dans une logique de guerre, on va tenter d'empêcher les militants de parler, on va tenter d'empêcher les syndicats de faire grève, on va tenter, etc. Et donc, la remise en cause des droits démocratiques qui ont été obtenus par des luttes sociales, bien entendu que c'est ce qui est en cours aujourd'hui. Il suffit sur le thème qui nous réunit aujourd'hui, je peux vous assurer que le nombre de conférences interdites à la dernière minute. Le maire a refusé la salle. Voilà. Et les organisateurs apprennent ça 2 jours avant. Mais c'est par dizaines que ça se compte aujourd'hui. Donc on est dans une période de remise en cause des droits, et on est dans une période, c'est pas encore le fascisme, parce que si c'était le fascisme, on serait au maquis, on ne serait pas ici, mais c'est la fascisation, oui, on est dans un processus de fascisation. L'Algérie, je le disais, donc c'est un des pays qui a toujours soutenu, c'est un des derniers pays à ne pas reconnaître l'État d'Israël, qui considère, non pas que les Juifs doivent partir, mais qui considère que ça doit être une Palestine démocratique et laïque. Et je pense que ce qui se joue aussi dans les conflits France-Algérie aujourd'hui, c'est vraiment l'alliance de cette volonté d'isoler l'Algérie par rapport à un certain nombre de positions internationales qu'elle a pu prendre, mais c'est l'alliance de ça
avec le vieil héritage colonial issu de la colonisation. N'oubliez pas qu'ici, l'extrême droite, c'est beaucoup moins formé par les héritiers du nazisme que par les héritiers de la guerre d'Algérie. C'est ça l'extrême droite en France. Hein, si vous allez, oui, si vous allez en Allemagne, l'extrême droite, c'est les descendants des nazis. Ici, c'est les descendants de la guerre d'Algérie. Et donc la question algérienne en France est une question qui détermine l'état du rapport de force. Et à chaque fois que vous avez un discours anti-algérien dans ce pays, soyez certains que ça reflète une montée de l'extrême droite. Et donc on a aujourd'hui une agressivité qui est ouvertement menée par l'extrême droite et qui montre la dépendance de ce gouvernement avec l'extrême droite. En réalité, pour ne pas vivre la censure, eh bien, on laisse l'extrême droite mener cette campagne et on la relaie. L'extrême droite n'est pas au pouvoir, mais elle a un moyen de pression qui lui permet de faire passer un certain nombre de ses logiques aujourd'hui. Sinon, l'intérêt même des bourgeois français, ça ne serait pas d'entrer en conflit avec l'Algérie. Les pertes économiques pour l'économie française sont déjà énormes. Hein. Vous savez que l'Algérie est engagée dans un plan d'autosuffisance alimentaire. Donc dans 2 ans, l'Algérie est autosuffisante au niveau alimentaire. Mais ça suppose, et l'Algérie a les moyens par la vente de pétrole, hein, c'est les réserves qui viennent du pétrole, ça suppose un investissement massif dans le désert, qui devient un terrain agricole aujourd'hui. Et tous ces contrats, c'était avec des entreprises françaises et des agriculteurs français. En un an, tous les contrats ont été rompus. Et ils sont signés maintenant avec des agriculteurs italiens et des entreprises italiennes. C'est dire que l'intérêt même de la bourgeoisie française, c'est pas ça. Simplement, elle est prisonnière d'une stratégie d'accès au pouvoir de l'extrême droite qui, elle, a intérêt à allumer cette... Je ne sais pas qui a parlé.